Monsieur Fabius, merci d'avoir accepté de nous recevoir. Vous êtes actuellement président du Conseil constitutionnel et vous avez été président de la COP21 pendant l'adoption des accords de Paris en décembre 2015. Si vous deviez résumer la COP21 et les accords de Paris en quelques mots, quels seraient-ils ? C'est le premier accord mondial pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Du point de vue instrumental, ce sont 140 paragraphes de décision et 29 articles. Et l'objet, c'est, qui a été approuvé par 195 pays du monde, 196 puisqu'il y a en plus l'Union européenne, c'est voilà les engagements que nous prenons pour ne pas dépasser une augmentation de température de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. Donc, c'est le premier accord mondial sur ce sujet. Est-ce que vous considérez que c'est l'accord international le plus audacieux jamais conclu en matière d'environnement ? Oui, c'est le plus ambitieux et c'est le premier qui a une telle portée. Alors, bien sûr, il y a des limites, peut-être on va en parler, mais c'est un succès incontestable et qui a été salué comme tel, oui. Quelle est pour vous la mesure emblématique des accords de Paris ? La mesure peut-être la plus importante, et j'y ai vraiment tenu beaucoup en tant que président de la conférence de Paris, c'est un mécanisme périodique qui va permettre tous les 5 ans de revoir à la hausse les engagements de tous les pays. Pourquoi c'est si important ? Parce que maintenant l'accord de Paris existe, il a été ratifié, mais le problème est que, on va peut-être y venir, il n'est pas suffisant. Et donc il va falloir, au fur et à mesure, que les pays améliorent leurs engagements et leurs réalisations. Et on a veillé à ce que dans l'accord, il y ait ces mécanismes qui permettent une amélioration permanente de l'accord, sans que pour autant on renégocie l'accord. Et c'est pourquoi, à mon avis, c'est une des dispositions les plus importantes, parce que ça rend cet accord durable efficacement. Et au contraire, est-ce que vous regrettez l'absence de certaines propositions dans l'accord final que vous auriez aimé voir figurer ? Bien sûr, mais vous savez, il faut imaginer que mettre d'accord sans qu'il y ait d'opposition 195 pays du monde, c'était un pari extrêmement audacieux. D'ailleurs, il y a toujours un aspect amusant. Lorsque moi-même j'ai proposé que la France accueille cette conférence, je l'ai fait 3 ans avant, dans une réunion qui a eu lieu à Varsovie. Et nous étions les seuls candidats. Ce qui d'ailleurs a facilité le choix de Paris. Bon, mais il n'y a pas de miracle. Si nous étions les seuls, c'est qu'à l'époque, beaucoup de gens estimaient qu'il y avait très peu de chances que ça réussisse. Bon, on a réussi, peut-être va-t-on voir pourquoi. S'il y a des insuffisances, oui, il y a bien sûr des insuffisances. Et en particulier, certains auraient aimé qu'en matière financière, on soit plus précis, parce que le financement est évidemment déterminant. D'autres, dont je suis, auraient souhaité que, par exemple, la question de la tarification du carbone, qui est une question majeure pour le futur, puisse être traitée précisément. Or, il y a simplement un renvoi dans un des articles, ou dans un des paragraphes de décision. Et puis, il y a toute la question, qui d'ailleurs est une question générale en droit international, des contraintes. Comment peut-on exiger que les différents pays remplissent leurs accords ? Donc, il y a toute une série de choses qui, bien sûr, ne figurent pas. Mais c'est déjà une sorte de miracle laïque qu'on soit arrivé à mettre d'accord 195 pays. Parce que quand vous prenez, mettre d'accord l'Arabie Saoudite, qui tire, disons peut-être 95% de ses ressources du pétrole, et les Maldives,
qui sont une petite île menacée d'être couverte par les flots, compte tenu de l'élévation du niveau de la mer. La Pologne, qui a encore utilisé beaucoup de charbon, et puis tel pays d'Amérique du Sud, trouver un terrain commun où chacun s'engage, c'était déjà extrêmement difficile. Et justement, alors peut-être pour réagir, parce que vous disiez que c'était une prouesse diplomatique d'arriver à... Ah, j'ai pas dit diplomatique. Bon, bien sûr, le succès, chacun l'a souligné, est dû à l'excellence de la diplomatie française et notamment de son chef. Mais laissons ça de côté. Non. La réalité, c'est quoi? C'est que par rapport aux conférences précédentes, qui très souvent avaient été des échecs, on a eu ce que j'appelle une conjonction des planètes qui était exceptionnelle. D'abord la planète scientifique, parce que les scientifiques réunis dans le GIEC ont fait un travail extraordinaire, ce qui fait que la réalité du phénomène du réchauffement climatique et son origine humaine n'a plus été sérieusement contestée, alors que quelques années plus tôt, on aurait fait une conférence sur ce sujet, la moitié de la conférence aurait été consacrée, est-ce que oui ou non il y a un réchauffement? Donc, la planète scientifique, la planète politique, avec l'engagement en particulier de la Chine, je n'aurais jamais pu réussir sans l'appui de la Chine et du président américain et de beaucoup d'autres. Donc ça, c'est un élément nouveau par rapport à la période précédente. Et puis, la planète que j'appelle sociétale, c'est-à-dire les collectivités locales du monde entier, les ONG, les autorités religieuses, les entreprises, les jeunes, enfin, la société civile. Et c'est la conjonction du scientifique, du politique et du sociétal qui a permis le basculement. Oui, vous me devancez parce que c'était une question que j'allais vous poser justement sur l'apport de la société civile. Peut-être sur les négociations en elles-mêmes. On avait une question, c'est de savoir si ce sont des négociations peut-être à la manière du G20 informelles et consensuelles, ou si ce sont des négociations, j'allais dire, strictes avec un huissier ou un greffier, et de quelle manière ça a influé ou ça a influencé la décision finale. Il y a d'abord une grande différence entre cette négociation et beaucoup d'autres négociations. Dans les autres négociations, le plus souvent, s'il y a un échec, ça arrive, on peut reporter, recommencer 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Là, non. Pourquoi? D'abord parce que c'était la dernière chance du multilatéralisme dans ce domaine. Et en plus parce que, je dirais que pendant la négociation, les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent. Et quand les gaz à effet de serre vont dans l'atmosphère, ils ne partent pas au bout de 24 heures. Il reste des mois, des années, parfois des décennies, voire des siècles. Et donc il arrive un moment où il y a tellement de gaz à effet de serre que vous dépassez le seuil d'irréversibilité. Donc là, il fallait absolument... C'était une course contre la montre. Bon, ça fait la caractéristique particulière de la négociation. Alors, il y a eu des préparations à la négociation, des conférences innombrables sur tous les sujets techniques, généraux, etc. Et puis il y a eu, à la fin, la conférence de Paris proprement dite, sur la base d'un texte, mais le texte d'entrée que nous avions à Paris, il comportait 1600 parenthèses, c'est-à-dire 1600 points qui restaient à élucider. Et donc tout le travail des 2 semaines, et jour et nuit, de la conférence de Paris a été, par une série d'itérations, alors là c'est une négociation formelle, de faire en sorte que petit à petit toutes ces parenthèses tombent et qu'il y ait une seule résolution finale, celle que j'ai proposée finalement au mois de décembre, le 12 décembre. Donc à la fois des négociations longues, un sprint final, des méthodes classiques, des méthodes nouvelles, et ce qui est un peu différent de beaucoup d'autres négociations, un va-et-vient permanent entre les gouvernements, les opinions publiques, les sociétés civiles, les entreprises, qui a été une des caractéristiques de cette négociation-là. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. En soi, les avis et les opinions des sociétés civiles, des entrepreneurs, des jeunes, etc., qui sont investis, ils ont été pris en compte au moment du texte d'entrée ou tout au long de la négociation? Tout au long de la négociation. Bien sûr, il y a une spécificité de la négociation. Ce sont les gouvernements qui, à la fin, s'engagent.
Mais nous n'aurions jamais pu aller aussi loin s'il n'y avait pas eu une pression positive de la part de beaucoup d'éléments de société civile internationale. Et le dosage, alors parfois on n'a pas pu aller aussi loin que certains voulaient, mais cette pression positive a été extraordinairement utile, oui. Et une question, alors peut-être totalement hors de propos, mais est-ce que ce n'a pas été difficile de réunir 190 plus ou moins chefs d'État puis ministres la deuxième semaine? On était quelques semaines après les attentats, de les convaincre. Est-ce que là aussi, il n'y avait pas déjà un début de diplomatie? Là, c'est une des clés du succès de la négociation. Il y avait une négociation à Copenhague en 2009 qui avait été un échec, bon, pour parler rapidement. Et lorsque le président Hollande m'a confié la tâche de préparer la conférence, j'ai fait une espèce de tour du monde de ceux qui étaient à Copenhague en leur demandant pourquoi ça n'avait pas marché. Et l'une des leçons que j'ai retirées, c'est le fonctionnement même de Copenhague. À Copenhague, au début, ça a été les négociateurs techniques, les ministres, et puis un certain nombre de personnalités, de grandes personnalités politiques sont arrivées à la fin. Mais c'était trop tard, et quel que soit leur talent, c'est pas en 2 jours ou en 2 nuits qu'on arrive à régler le problème. Et donc là, en accord avec le président français, le secrétaire des Nations Unies, Ban Ki-moon, nous avons pris la démarche inverse. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il faudrait d'abord faire venir les grands chefs d'État. Et donc il était décisif d'obtenir l'accord du président chinois Xi Jinping et du président Obama, parce que dès lors qu'ils s'étaient engagés à venir, les autres viendraient aussi. Et le premier jour, ils se sont succédés à la tribune, et ils ont tous dit: mesdames et messieurs les négociateurs, les ministres, vous débrouillez comme vous pouvez, mais il faut réussir. Et ça a permis ensuite que, par rapport aux objections techniques extrêmement nombreuses qui existaient, ou aux négociations sur des points particuliers, je rappelle en permanence que nous avions une obligation de résultat. Donc là, les politiques, avec un grand P, ont joué absolument leur rôle, et le fait qu'ils soient intervenus en début, qui peut paraître anecdotique, a été absolument déterminant. Alors peut-être juste dernière question peut-être technique, vous soulignez que les États-Unis et la Chine avaient eu un rôle d'impulsion. Est-ce qu'il n'y avait pas un déséquilibre dans les négociations même entre les grandes puissances qui sont traditionnellement réputées polluantes et peut-être des plus petits pays ou des plus petites diplomaties, enfin des plus petites administrations qui ont des enjeux, qui ont des intérêts en jeu tout à fait importants, mais... La répartition est plus compliquée. Bon, il y a 195 pays, il est très difficile et même impossible de négocier avec chacun. Donc, ils étaient regroupés dans un certain nombre de groupes qui portent des noms étranges, mais que les spécialistes connaissent. Le groupe basique, le groupe dit des G77, qui, comme son nom l'indique, comporte 134 pays, le groupe des petites îles, qu'on appelle AOSIS. Il y a toute une série de groupes. Et ces groupes sont constitués à partir d'États qui ont des affinités de situation. Et donc, moi, j'ai négocié, bien sûr, avec un certain nombre de pays, mais avec les groupes et les leaders des groupes. Par exemple, le G77 plus la Chine, les leaders étaient les Africains du Sud, et notamment des Africaines du Sud, puisque c'était des femmes qui représentaient ce pays. Et il y a une immense diversité, mais l'une des clés de la réussite, c'est qu'il fallait bien sûr tenir compte des grands pays, qui ne sont pas nécessairement les plus polluants, parce qu'il y a des petits pays qui sont très polluants aussi, mais aussi des petits pays, et je vous ai cité le groupe qu'on appelle des AOSIS, c'est-à-dire les petits États, les petites îles, et eux ont été absolument déterminants, parce que eux, leur objectif, c'est pas simplement de pouvoir continuer à bien vivre, c'est tout simplement de vivre. Parce que si le dérèglement climatique, le réchauffement climatique continue, ces îles disparaîtront. Et ces îles demandaient à ce que l'objectif ne soit pas 2 degrés d'augmentation, mais 1,5 degré. Et moi, j'ai beaucoup insisté, même si c'est très difficile à réaliser, sur le fait qu'il fallait prendre en compte aussi l'objectif d'1,5. Donc, il fallait prendre en compte à la fois les grands pays, les petits pays, la diversité des situations, et arriver à trouver le plus grand commun dénominateur entre eux. Moi,
au début, je me suis dit que c'était extrêmement difficile. Au fur et à mesure, je me suis dit qu'on allait y arriver, parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans une tâche comme ça si vous n'y croyez pas. Mais la crainte que j'avais n'était pas un échec. La crainte que j'avais, c'est qu'on arrive à un accord, mais qu'il soit vraiment un accord minimum. Bon. Or, le succès de Paris, c'est non seulement qu'il y ait un accord, mais qu'il y ait un accord ambitieux. Et ça, on ne pouvait évidemment pas le savoir au début. Mais je crois justement ça s'est bien vu avec l'émotion que vous aviez quand vous avez proclamé l'accord. Oui, ça c'était encore autre chose. Non, mais c'était. Oui, mais ce n'était pas simplement mon émotion à moi qui était forte, mais l'émotion de tous ces gens. Et je me rappelle le dernier jour, quand avec mon petit marteau là, j'ai frappé pour dire l'accord est obtenu. Tous ces ministres et négociateurs qui, souvent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, travaillaient sur ce sujet, ils se sont embrassés comme si on avait été à un bal du 14 juillet. Bon, je me rappelle, j'ai encore ça dans les yeux, le délégué chinois qui embrassait ses voisines, ses voisins, etc. C'était des scènes absolument incroyables, parce qu'il y avait une émotion, non seulement due à la fatigue, mais au fait qu'on avait le sentiment c'était pas un accord comme un autre, parce qu'on travaillait, on dit, par rapport à la survie de la planète. C'est pas tout à fait exact, la planète, elle continuera à vivre. Mais la survie de l'humanité, oui. Il y a un très beau livre de Lévi-Strauss qui s'appelle Triste Tropique, où à un moment, vers la fin, il dit, c'est une phrase que j'emploie souvent, « Le monde a commencé sans l'homme, et il est possible qu'il continue sans lui. » Bon. Et c'est ça l'enjeu. La planète, il y aura toujours une planète. Mais si le réchauffement climatique se poursuit au rythme actuel, ça veut dire des sécheresses, des inondations, la guerre, des catastrophes de toutes sortes, et donc toute une partie de l'humanité ne pourra plus vivre. Donc cet enjeu est tellement fort que, évidemment, l'émotion, elle était au rendez-vous. Vous parliez tout à l'heure de la société civile. Il y a justement une partie de cette société, notamment des associations, qui ont dénoncé cet accord en disant que c'était encore un accord rempli de bonnes intentions, mais sans vraies mesures concrètes. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces détracteurs ? Peut-être vous pouvez trouver telle ou telle organisation qui aurait dit ça, mais je trouve que par rapport aux réactions habituelles, au contraire, les prises de position de ces grandes organisations ont été très positives. Alors, bien sûr, elles auraient souhaité davantage sur tel ou tel point, notamment sur la question de la contrainte. Mais ça pose tout le problème du droit international dans ce domaine. Mais, au contraire, j'ai été frappé par leur esprit de responsabilité et par leur accueil positif. D'ailleurs, je prends un exemple, je ne vais pas... mon prédécesseur, le président de la COP 20, qui est un Péruvien qui s'appelle Manuel Pulgar Vidal, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé dans la COP 21, est devenu l'un des responsables mondiaux de WWF. Bon. Et Pascal Canfin, que j'avais eu à mes côtés comme ministre, quand moi-même je dirigeais le Quai d'Orsay, est devenu aussi un responsable pour la France d'une grande organisation. Donc, bien sûr, c'est le rôle d'avancer, de toujours souhaiter, de travailler pour qu'il y ait plus. Mais en général, comme elles connaissent bien les difficultés, ces organisations, elles ont eu une réaction en général positive. Alors, on parle d'accords contraignants. Concrètement, que se passera-t-il si un pays ne respecte pas ses engagements, et plus particulièrement un gros pays pollueur comme les États-Unis au hasard ? Alors, c'est toute la question des moyens de contrainte par rapport à des engagements. Bon, il n'est pas question qu'un pays qui a signé cet accord, qui l'a ratifié et qui ne le respecterait pas, on ne va pas envoyer son président de la République en prison. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, peut-être certains y penseraient, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, il y a plusieurs niveaux, si vous voulez, pour exercer une pression pour que l'accord soit respecté. Vous avez d'abord ce que j'appellerais la pression internationale, la pression des pairs, PAIRS.
parallèlement à l'accord qui a été signé et ratifié, chaque pays a rendu public ce qu'on appelle en anglais INDC, Intended Nationally Determined Contribution, c'est-à-dire que chaque pays a dit voilà ce que je vais faire en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en matière énergétique dans les années qui viennent. Et nous avons eu quand même, je crois, 187 pays qui ont pris ces engagements. Certains de ces engagements sont suffisants, d'autres sont insuffisants, mais là, c'est un engagement que le pays prend par rapport à la communauté mondiale. Et ils vont devoir de nouveau prendre des engagements plus hauts d'ici quelques années. Et donc là, il y a le jugement non seulement de l'opinion publique nationale, mais de l'opinion publique internationale. Tu as pris tel engagement, tu dois le tenir. Donc ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est un aspect technologique. De plus en plus, il va y avoir une transparence par rapport aux résultats et par rapport à la situation. Par exemple, dans les années qui viennent, vont être envoyés en orbite un certain nombre de satellites qui vont déterminer quelle est la réalité des émissions de gaz à effet de serre sur tel et tel territoire. Et les pays seront en difficulté pour dire « Ah, moi, ce n'est pas moi, c'est le voisin ». On voit quand même les choses. Ça, c'est un deuxième aspect. Troisièmement, vous avez une montée de prise de conscience politique. Je prends l'exemple de la Chine. Bon, la Chine est un des pays aujourd'hui les plus engagés pour lutter contre le réchauffement climatique, peut-être pour des raisons idéologiques générales, mais aussi pour des raisons strictement politiques, parce que la situation est tellement dégradée que la population demande, exige que des mesures soient prises. Et puis, vous avez les engagements proprement dits. Alors, certains voudraient aller plus loin. Moi-même, je travaille d'ailleurs sur l'idée, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre, d'un pacte mondial sur l'environnement. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Mais, si vous voulez, la contrainte, il ne faut pas la comprendre au sens de on va vous envoyer des policiers qui vont vous mettre les menottes si le chef d'État ou le ministre ne remplit pas ses engagements. Mais la pression internationale, la pression nationale, les mesures de transparence, les mesures scientifiques et technologiques, les innovations, tout ça crée une convergence dans le même sens. J'ajoute, et ça c'est plus dramatique à dire, que ma conviction, pour continuer à suivre ces sujets, c'est que le réchauffement climatique sera encore plus rapide et encore plus grave que ce que beaucoup de gens imaginent. Et donc la pression va être extraordinairement forte, une pression, j'allais dire, vitale, pour que ces engagements soient tenus et même accélérés. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Concrètement, que pensez-vous de l'élection de Donald Trump? Est-elle susceptible d'avoir un réel impact sur cet accord de Paris? On connaît la personnalité de Donald Trump qui se soucie peu des pressions internationales dont vous venez de parler. Parlons net. Dans sa campagne électorale, avant qu'il soit élu, M. Trump a pris des positions extrêmement négatives sur le réchauffement climatique. Il a dit c'est un canular et il a ajouté c'est une invention des Chinois pour porter atteinte à la compétitivité américaine. Toute une série de déclarations qui sont totalement contraires à la réalité scientifique. Bon. Ensuite, depuis qu'il est élu président, les premières mesures qu'il a prises sont malheureusement totalement contradictoires avec la lutte contre le réchauffement climatique. D'une part, il a autorisé, alors que son prédécesseur l'avait interdit, la construction d'un oléoduc qui s'appelle Keystone entre le Canada et les États-Unis, polluant. Il a pressenti pour diriger l'Agence de protection de l'environnement un monsieur qui s'était caractérisé dans la période précédente en portant des attaques judiciaires extrêmement dures contre l'Agence de protection de l'environnement. Il a interdit à un certain nombre de scientifiques de continuer à travailler ou de publier leurs travaux en matière d'environnement et de lutte contre le dérèglement climatique. Bref,
des dispositions extrêmement négatives. Ma crainte, alors on dit il va dénoncer l'accord de Paris. Je ne veux pas entrer dans un détail technique. Cet accord de Paris, qui a été ratifié par les États-Unis, il peut être dénoncé, ça met 4 ans, ou si on dénonce la Convention des Nations Unies, à partir de laquelle l'accord de Paris a été conclu, il peut le dénoncer en 1 an. Mais le problème, à mon avis, c'est un juriste qui vous parle, n'est pas tellement juridique. Le problème est plutôt concret et pratique. D'une part, il y a la question des financements. Bon. Le président Trump menace de diminuer, voire de supprimer des financements à un certain nombre d'agences internationales, je pense le Fonds vert, d'autres éléments. Évidemment, sans financement public, il y a toute une série d'actions indispensables qui ne peuvent pas être menées. D'autre part, le gouvernement américain peut non seulement faire preuve de mauvaise volonté, mais bloquer toute une série d'initiatives qui allaient être prises. Et puis, il peut donner, j'allais dire, le mauvais exemple à un certain nombre de pays qui, sans doute, ont signé l'accord de Paris, mais qui ne sont pas enthousiastes, compte tenu de leur situation, pour l'appliquer. Donc, je dirais d'une formule que pour moi, alors qu'il y avait déjà une alerte très sévère sur le réchauffement climatique avant Trump, maintenant c'est l'alerte rouge. Et il n'y a pas d'autre solution que le fait que tous les autres pays, et les opinions publiques, et les entreprises, et les collectivités locales se mobilisent pour peut-être essayer de convaincre M. Trump de changer d'avis, mais surtout continuer et amplifier l'effort qui est indispensable pour arriver à lutter contre le réchauffement climatique. Donc oui, je vous réponds très nettement, compte tenu des déclarations qu'il a déjà faites, des premières mesures qu'il annonce, c'est un risque extrêmement grave pour le réchauffement climatique. D'accord. Pour la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, en parlant d'alerte rouge notamment, si on se recentre sur la France, est-ce que vous regrettez la quasi-absence de débat politique sur la question environnementale à maintenant 75 jours de l'élection présidentielle seulement? Je pourrais vous dire que s'il n'y a pas de débat sur la question du réchauffement climatique, c'est parce que maintenant tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut aller dans le sens de l'accord de Paris. Ça, c'est l'interprétation positive. La réalité, à mon avis, elle est un peu différente. Je n'ai pas à me prononcer sur le débat présidentiel, bien sûr, ou sur les débats politiques, mais je voudrais simplement dire ceci. Cette question du dérèglement climatique, c'est à la fois le plus grand risque que court l'humanité au XXIe siècle, et en même temps, si on agit contre le dérèglement climatique, la source la plus importante de création d'emplois. Les énergies renouvelables, les économies d'énergie. Bon. Et donc, c'est un sujet d'une importance extrême. Et, comme citoyen, je jugerais important et intéressant que par rapport à ce sujet qui est déterminant, soit négativement, soit positivement, ceux qui aspirent à conduire le pays puissent nous donner leur opinion. D'accord. Vous voyez que je n'ai pas totalement abandonné le langage du Quai d'Orsay. Alors, on va continuer à parler de la France. Est-ce que vous pensez que la France peut aller plus loin que les engagements qu'elle a pris et s'affirmer comme un leader de la lutte contre le réchauffement climatique sur la scène internationale, à l'opposé de M. Trump, par exemple? La France a déjà pris des engagements importants, à la fois, bien sûr, dans le cadre de la conférence de Paris, mais il y a eu toute une série de législations qui ont été prises, qui, par rapport à la comparaison internationale, nous placent en bonne posture. Alors, certains diront, mais là je n'ai pas entré dans le débat, mais on peut aller encore plus loin, on doit aller encore plus loin. Mon souhait, d'une manière très nette, compte tenu de l'analyse que je fais de ce problème du réchauffement climatique, c'est que nous soyons vraiment dans les tout premiers rangs de ceux qui agissent, et c'est conforme au message de la France qui cherche toujours
à agir pour défendre bien sûr ses propres intérêts, mais aussi dans l'intérêt du monde. Or, quand vous voyez les conséquences que ça peut avoir sur le réchauffement climatique sur l'Afrique, sur l'Asie, sur l'Europe elle-même et sur la France, qui est directement concernée, et pas dans 50 ans, contrairement à ce que pensent certains, mais très rapidement, je pense que c'est un sujet d'intérêt national et international majeur. D'accord. Vous pensez que c'est l'opportunité pour la France de réaffirmer sa position sur la scène internationale? Oui, bien sûr. Nous n'avons pas de leçons à donner aux autres, mais si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais extrêmement fier de présider la conférence de Paris. C'est que, tout à l'heure, vous disiez, mais est-ce que ce n'était pas une difficulté au moment où il y avait eu un attentat terroriste? Et j'avais un petit peu zappé, sans le vouloir, votre question. Nous avions préparé la conférence de Paris, évidemment avec des exigences de sécurité, mais nous ne pouvions pas penser qu'il y allait avoir un attentat. Mais dès que ces horribles attentats ont eu lieu, nous n'avons pas pensé une seconde qu'il fallait remettre en cause la conférence de Paris. Simplement, il fallait encore rendre plus exigeant la sécurité. Mais ça a eu, sur la venue des grands dirigeants internationaux, l'effet peut-être contraire à ceux qui ont organisé les attentats. C'est-à-dire qu'ils sont venus, bien sûr, par rapport à l'objectif de la conférence de Paris, mais aussi pour montrer une solidarité. Il y avait une portée symbolique à leur présence. Voilà, exactement. Je pense là qu'on attend de la France, qui a été très à l'avant-garde dans ce domaine, qu'elle continue concrètement, avec l'Europe, à montrer le bon chemin. Alors peut-être sur les dispositions financières et budgétaires, vous avez, je crois, particulièrement tenu à la création d'un fonds vert pour le climat pour les pays en voie de développement, si je ne me trompe pas, de 100 milliards par an d'ici 2020, il me semble. Vous vous trompez un petit peu, mais vous n'êtes pas le seul. Les 100 milliards de dollars par an, en fait, ont été décidés à Copenhague en 2009. Et ce sont 100 milliards de dollars de fonds publics et privés qui doivent venir des pays du Nord vers les pays du Sud chaque année à partir de 2020. Donc, chacun des termes que j'ai énoncés est important. Et puis, il y a le fonds vert, qui est là un fonds public de 10 milliards. Et évidemment, avec 10 milliards au total, on ne peut pas faire 100 milliards par an, et qui, lui, a commencé d'être réuni et qui doit aider un certain nombre de pays pauvres et en développement dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est là, je reviens en arrière, où l'attitude de M. Trump peut être en particulier négative, puisque sur ces 10 milliards, les États-Unis se sont engagés à verser 3 milliards. Alors, il les verse ou il ne les verse pas. Et vous comprenez que, évidemment, ça peut créer un grand problème s'il ne les verse pas. Les 100 milliards, donc, je reviens aux 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020. Il y a déjà une bonne partie de ces 100 milliards qui ont été mobilisés. Mais il faut faire des efforts supplémentaires. Il y a une partie publique et une partie privée. La partie publique, elle est nécessaire, notamment vis-à-vis des pays d'Afrique. Les pays d'Afrique eux-mêmes n'émettent quasiment pas de gaz à effet de serre, mais ils sont parmi les premiers à être concernés par le réchauffement climatique. Si le réchauffement climatique continue, du coup, ça crée des sécheresses, ça crée des problèmes de nourriture extrêmement graves, ça déclenche des épidémies, il y a la déforestation. Il y a de la migration, de l'émigration, et donc vous voyez que ce sont des problèmes, évidemment, à la fin de guerre et de paix. Donc nous avons besoin d'appuyer l'Afrique en matière de finances et de technologie. Et parmi ces financements, il faut qu'il y ait des financements publics. Et les financements publics, la France fait un gros effort, mais il faut que l'ensemble des pays riches fassent le même effort. Et ça, c'est une des questions qui vont être absolument décisives dans les années qui viennent. Beaucoup de pays qui sont en développement veulent absolument développer les énergies renouvelables, etc. Mais ils disent, apportez-nous les financements, apportez-nous les technologies. Et ça ne joue pas simplement pour les pays d'Afrique. Prenez un pays comme l'Inde. L'Inde, 1 milliard, 300 millions d'habitants.
Le Premier ministre indien, M. Modi, est un homme qui est passionné de nouvelles technologies et qui développe beaucoup le solaire. Mais quelle est la ressource dont dispose l'Inde? Le charbon. Alors le Premier ministre Modi dit, moi, j'ai signé l'accord de Paris, et je suis tout à fait d'accord pour aller dans ce sens, mais j'ai besoin de financement et de technologies. Si je ne les ai pas, comment est-ce que je vais sortir de la pauvreté toutes ces centaines de millions de personnes? Je serai obligé d'utiliser le charbon, mais le charbon, évidemment, est très émetteur de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que la question financière est absolument décisive. Non seulement à travers le financement public, le financement privé, mais aussi à travers ce qu'on appelle la tarification du carbone. Et ça, c'est un des champs les plus importants pour les années qui viennent. Il faut que, à rebours de la situation actuelle, où la pollution par le carbone n'est pas taxée, il faudrait que les émissions de carbone soient elles-mêmes taxées. Alors il y a différentes méthodes possibles, pour que les mécanismes économiques eux-mêmes privilégient, plutôt que les énergies fossiles, les énergies renouvelables, les économies d'énergie. Et ça, c'est un mécanisme qu'on essaye de développer. La Chine, en 2017, va avoir un prix du carbone. Il est question que le Canada l'ait. En Europe, nous avons mis en place ce système, mais à un niveau trop petit, ce qui fait qu'il est inefficace. Mais c'est simplement si vous incorporez dans le mécanisme économique la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre que vous pouvez à ce moment-là dégager des sommes considérables et modifier peu à peu le mix énergétique entre le fossile et le renouvelable. Et vous soulignez l'importance du partenariat public-privé sur l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut inciter les entreprises à venir en aide, notamment sur le plan technologique, aux pays en développement? Mais ce n'est pas simplement à venir en aide, c'est leur intérêt. Ça représente des marchés, des créations d'emplois, des potentiels économiques considérables. Et déjà, le coût du solaire ou le coût d'autres énergies renouvelables a beaucoup baissé par rapport aux énergies fossiles. Et il va y avoir des investissements dans ces technologies dites nouvelles qui vont faire baisser encore le prix de ces énergies renouvelables. Donc c'est non seulement, j'allais dire, une bonne action, mais c'est un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois et apporter beaucoup d'éléments de rentabilité. D'ailleurs, vous avez sans doute vu qu'un certain nombre de fonds souverains ou un certain nombre de grandes compagnies financières ou un certain nombre de grands fonds d'assurance maintenant pénalisent les entreprises qui n'ont pas elles-mêmes modifié leur utilisation d'énergie, parce que tous ces fonds financiers s'aperçoivent qu'il y a un risque financier puissant à continuer à utiliser les énergies fossiles. Et alors vous parliez notamment, une des conséquences pour ces pays-là, c'est la migration. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas de statut pour les réfugiés environnementaux sur la Convention de Genève? C'est un grand problème. Il n'a pas été traité dans le cadre de la conférence de Paris. Il est traité par ailleurs dans d'autres enceintes qui dépendent en particulier des Nations Unies. Mais ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, ça représente évidemment des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Je me rappelle moi-même avoir rendu visite avec mon collègue allemand au Bangladesh. Et le Bangladesh est un des pays les plus pauvres du monde et très exposé au réchauffement climatique et à la montée des eaux. Et j'avais rencontré en particulier une femme qui était installée dans un petit logement là-bas et qui m'avait raconté qu'elle avait déjà dû changer une dizaine de fois de logement à cause de la montée des eaux. Elle faisait partie de ces réfugiés climatiques. Comprenez bien que si la température continue d'augmenter, ça a des conséquences en termes de nourriture et de famine extrêmement lourdes. Il y a la question de la montée des eaux, il y a la question de la déforestation. Donc ça implique des migrations par centaines de millions de personnes. Et quand on voit déjà les problèmes qui sont posés par des migrations de quelques millions de personnes, vous imaginez ce que ça signifie si on devait augmenter massivement ce nombre. Donc l'enjeu, je dis toujours, c'est pour ça que le GIEC a reçu le prix Nobel, pas le prix Nobel de physique,
ou de chimie, le prix Nobel de la paix. Parce que l'enjeu final, ce n'est pas simplement une question technique, c'est la question de la capacité des hommes et des femmes à vivre en paix. Ouais, clairement, parce qu'on voit déjà la difficulté de la prise en charge des crises migratoires actuelles. Bien sûr. Alors que les multiplié migrants par 10 ou par 100, tout à fait. vous Et voyez ce que ça donne. d'autant plus s'ils n'ont pas de statut sur la Convention de Genève. Bien sûr. Alors c'est un problème très complexe, mais qui devra de plus en plus être pris en compte, oui. Alors on va peut-être conclure en parlant de la COP22. Avez-vous été satisfait par cette conférence? Et peut-être plus largement, qu'attendez-vous maintenant de la communauté internationale en matière de lutte climatique? Alors la COP22 a eu lieu à Marrakech en novembre dernier, donc 2016. Juste avant la COP22, nous avons réussi, et ça c'est une chose très importante, à obtenir le seuil nécessaire pour que l'accord de Paris soit ratifié. Il fallait obtenir au moins l'accord explicite de 55 pays, la ratification de 55 pays représentant au moins 55% des gaz à émission de serre. Et nous avons obtenu ce nombre le 4 novembre. Le 4 novembre, ce n'était pas un hasard, parce que le 8 novembre, il y avait l'élection américaine. Et il fallait donc obtenir le nombre nécessaire à la ratification, et ça a été rendu possible. Bravo. Dans la foulée de cette effectivité de l'accord de Paris, a eu lieu la COP de Marrakech, qui s'est bien déroulée. Il ne s'agit pas de refaire l'accord de Paris, mais il s'agissait de mettre en musique un certain nombre de décisions qui avaient été prises à Paris. Et en particulier, je me suis moi-même rendu sur place quelques jours à Marrakech, j'ai constaté qu'il y avait une présence des leaders africains qui était très importante, ce qui n'est pas étonnant puisque ça se passait au Maroc, mais aussi parce que la question africaine est tout à fait déterminante. Donc, on ne pouvait pas attendre de recommencer la COP de Paris, mais je pense que Marrakech a été utile et efficace. Simplement, quand vous discutiez à Marrakech avec les participants, la grande ombre qui planait dans les couloirs, c'était l'élection de M. Trump, puisqu'elle avait eu lieu juste quelques jours avant. Et beaucoup d'interrogations étaient formulées. Et un certain nombre de gens disaient, peut-être pour conjurer le sort, mais non, ça ne va pas être si terrible que ça, il ne fera pas ce qu'il a dit, etc. Malheureusement, il semble que dans ce domaine, M. Trump applique ce qu'il avait dit, et je vous renvoie à notre discussion de tout à l'heure. Si c'est le cas, il va falloir réagir d'une manière extrêmement énergique. Alors, après les accords de Paris, vous avez publié en août 2016 sur le site du Monde une tribune dans laquelle vous vous inquiétiez du retard pris dans les ratifications. Vous nous avez dit que vous aviez atteint, que le seuil avait été atteint des 55 pays représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez aussi proposé un pacte mondial pour protéger l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, je reviens sur ces deux aspects de votre question. Il y a une espèce de paradoxe post-Paris. Qu'est-ce que j'ai à l'esprit en disant ça? D'un côté, l'accord de Paris, on en a parlé, a été un grand succès, quelque chose de très positif. Mais, c'est là où le paradoxe, cet accord reste insuffisant, parce que quand on étudie de très près la tendance actuelle, j'allais dire le trend actuel, on ne se situe pas à une augmentation de 2 degrés ou de 1,5 degré, mais plutôt à 3 degrés ou à 3,5 degrés. Donc il faut à la fois appliquer l'accord de Paris, mais aller beaucoup plus loin. Et dans le même temps, on a parlé de M. Trump, vous avez un certain nombre d'éléments qui interviennent qui, au contraire, voudraient qu'on aille en marche arrière. Donc vous avez une situation paradoxale et contradictoire, où vous avez à la fois des forces extrêmement puissantes qui disent, avec juste titre, il faut appliquer l'accord de Paris, et même il faut aller plus loin, qui est mon analyse, et mon sentiment, et ma conviction, et d'autres qui sont en résistance.
Et il faut que les premières forces soient plus puissantes que les deuxièmes. Alors, cette question d'un pacte mondial sur l'environnement, c'est l'idée suivante. Quand vous regardez ce qui se passe en matière juridique dans le domaine de l'environnement en général, vous avez beaucoup d'accords qui existent, mais qui sont des accords en général séparés qui portent sur tel ou tel sujet. Et l'idée est d'arriver à bâtir, ça prendra du temps, au niveau des Nations Unies, un texte d'ensemble, une espèce de texte ombrelle, qui rassemble les principes qui actuellement sont séparés dans différents domaines, qui partent du consensus établi, parce qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de la réalité des États, mais qui permettent d'aller plus loin et finalement de donner un fondement quasi juridictionnel à un certain nombre de principes établis et d'obligations. Ça pourrait prendre la forme, effectivement, d'un pacte mondial pour l'environnement, adopté, bien sûr, au niveau international. Ça demande beaucoup de travail, mais il y a des équipes qui sont en train de réfléchir à cela, et ça permettrait d'aider aussi, vous m'avez interrogé là-dessus, à la mise en application d'un certain nombre d'éléments qui sont dans les consciences, qui existent déjà dans certains pays, mais avec une traduction juridique. Donc ça prendrait par exemple la forme d'une sanction juridictionnelle en cas de non-respect ? Alors, on peut discuter de la forme que ça prendrait, et ce sera bien sûr une des questions complexes, mais ça permettrait d'appuyer déjà un certain nombre de démarches nationales, de dresser des bilans sur la situation, espérons en progression dans les différents pays, et de converger vers un respect de plus en plus grand, aussi bien par les particuliers, par les États, par les entreprises, par chacun, de l'environnement, singulièrement dans le domaine du climat. Et alors, peut-être simplement une question technique. Dans les cas comme ça, où par exemple pour la COP22, où elle intervient quelques jours après l'élection de Donald Trump, ou pour le G20 qui va intervenir quelques jours ou un mois après l'élection française, la diplomatie qui intervient, la diplomatie française ou la diplomatie américaine pour la COP22, c'est celle du président précédent ou c'est celle du nouveau président, et est-ce que cela influe sur les diplomaties ? Lorsqu'une conférence internationale a lieu, la diplomatie, la prise de position diplomatique, c'est celle de l'autorité en place au moment de la conférence. Bon. Alors, en général, prenez le cas de la France, il y a une continuité. Dans le cas américain, sur ce sujet particulier, il y a une rupture. Simplement, dans le cas de Marrakech, c'était encore une troisième situation, puisque aux États-Unis, vous avez un délai assez long qui s'écoule entre le moment où l'élection a lieu et le moment où le président élu va prendre ses pouvoirs. Donc on est dans l'entre-deux. C'est spécifique. Mais sinon, sur le plan général, c'est évidemment l'autorité politique en place au moment de la conférence, de la réunion, de la négociation, qui donne ses instructions à ses négociateurs.